Quand un juge antiterroriste passe à la bande dessinée. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce qu'alors vous publiez Compte à rebours, Le piège de verre et Es-Chaïd aux éditions Rue de Sèvres. Mais vous êtes surtout celui qui a eu en charge en France de la lutte antiterroriste pendant de nombreuses années. Et vous avez eu envie de le raconter dans une bande dessinée. Ah oui, ça m'a même fait très plaisir quand on me l'a proposé. C'est vraiment un domaine passionnant, il y a de l'action, il y a des personnages hors du commun. Je parle des terroristes, de certains policiers, certains juges, ça peut arriver aussi. Greffière, tout un milieu, de la géopolitique, des pays étrangers, de l'aventure. Finalement, c'est Tintin au pays des terroristes, si vous voulez. Oui. Donc c'est un domaine privilégié pour la bande dessinée. C'est incroyable, c'est-à-dire que ça s'appelle donc Compte à rebours. Et cette lutte est un compte à rebours. Exactement. Finalement, face à la menace d'attentat permanente. Ça, j'ai connu, c'est-à-dire la pression énorme qui est de devoir arrêter des gens avant qu'ils commettent un attentat. On sait qu'il y a une menace très très importante, on est sur eux, et c'est vraiment une question de compte à rebours. Est-ce qu'on va les arrêter avant qu'ils passent à l'action? Par moment, oui, par moment, non. Il y a les dessins incroyables de Giuseppe Lotti, je ne sais pas si je peux montrer quelques-uns, parce que c'est très, très impressionnant finalement de figurer, regardez comme ici, un attentat. C'est ce que vous avez vécu vraiment dans la réalité? Oui, alors c'est ce que j'ai vécu. Je dirais qu'il y a la fiction quand même, mais la pression liée à ça, les échecs, les erreurs commises, l'espèce de compromission aussi, parce le service ou le service de renseignement ou la justice a pas fait exactement ce qu'il fallait faire et on n'a pas trop envie que ça se sache. Toutes ces petites choses qui font la lutte antiterroriste, les problèmes avec les pays étrangers, les rapports qui sont cordiaux, mais faussement cordiaux, parce que les intérêts sont complètement divergents. Oui. La guerre des polices aussi, la guerre des services. Évidemment, là, on le voit entre la DGSI et la sous-direction antiterroriste, la SDAT, où il y a ces conflits-là qui parfois ont confiné au ridicule, par moment. C'est-à-dire qui ont été très, très nuisibles. Contre-productifs, tout à fait par moment. C'est-à-dire qu'un service préférait que l'autre service se plante plutôt qu'il réussisse. Parce qu'il fallait être le premier, il fallait aller voir le ministre en disant « c'est nous les meilleurs ». Oui, et on apprend par exemple, on peut avoir connaissance d'un projet d'attentat, ne pas pouvoir le dire. Ah oui, ça aussi, ça fait partie du côté très sombre de la lutte antiterroriste. On peut avoir des informations privilégiées qui proviennent de services étrangers, qui interdisent qu'on s'en serve, qu'on le judiciarise, que le juge le connaisse. Ces relations sont très ambiguës. En fait, c'est pas noir ou blanc, la lutte antiterroriste. Et c'est ça qui est passionnant, parce que sinon, c'est pas très intéressant, le truc tout blanc, tout noir. Oui. C'est un domaine vraiment qui est de thriller, d'univers assez sombre. C'est incroyable parce que vous êtes un personnage de bande dessinée, vous êtes dessiné, oui. Alors sous le nom d'Antoine Duquesne, ce juge antiterroriste, mais c'est vous. Il y a beaucoup de choses qui viennent de moi puisque j'écris le scénario et avec Matt, mais évidemment tout l'apport sur la lutte antiterroriste vient de moi, donc quelque chose qui me ressemble. Mais j'essaie de me distancier un tout petit peu, comme un romancier qui écrirait un roman avec des personnages qui lui ressemblent, il se distancie un peu quand même. Mais je voulais montrer l'aspect humain quand même et la capacité, la difficulté de faire des choix qui ne sont jamais complètement bons dans la lutte antiterroriste. Oui, puis il peut avoir des conséquences si c'est un échec tragique. Voilà, la différence avec d'autres domaines de la criminalité, c'est que ça peut finir par un attentat et des morts. Alors l'histoire, on ne la dévoilera pas complètement. Ça commence par finalement un appel téléphonique intercepté par la DGSI d'une famille qui apprend que l'un des siens qui est parti faire le djihad est mort. Oui, est mort, est mort, et donc finalement l'affaire est éteinte quelque part. C'est un grand classique. Je me suis toujours demandé, et 2 ou 3 fois j'ai vu que c'était la réalité, si les annonces officielles de décès qui sont faites par le groupe terroriste lui-même, ils vont publier les noms de leurs martyrs. Ce n'est pas toujours nous qui avons l'information par d'autres biais. Est-ce que c'était vrai ou pas? Est-ce que c'était une façon de le blanchir pour qu'il puisse revenir en Europe tranquillement? Parce qu'on ne le recherche plus, on a levé le mandat d'arrêt. C'est ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'on ne le recherche plus du coup. Mais c'est alors arrivé. Que peut-être il n'est pas mort. Voilà, mais c'est arrivé. C'est-à-dire des coups d'arnaque. Oui, avec des conséquences terribles, parce qu'en l'occurrence, il va revenir, alors il s'appelle dans l'histoire Abu Othman, et il va menacer véritablement la sécurité publique. Ça va lui permettre de revenir, de constituer un groupe très important et de préparer une campagne d'attentat en France. Oui. Donc c'est un peu ce qu'on a vécu en 2015 quand même, en dehors de cet aspect, il est mort, pas mort, mais une menace intérieure très importante, avec un groupe très structuré, très fort. Et comment la justice antiterroriste, le système peut combattre ça? On a vu la difficulté en 2015 de le faire.
ouvert, et c'est à peu près ça qui est retracé. Oui, alors on voit cet homme, ce juge, avec sa famille, aux prises finalement avec sa conscience très souvent, dans l'intimité. C'est extrêmement compliqué. Et puis là, pendant ce temps, on voit aussi les terroristes qui préparent des attentats. Il va y avoir des menaces qui peuvent planer sur le musée du Louvre, par exemple. Oui, et puis il y a les rapports de force. C'est-à-dire que vous avez la direction d'une enquête, mais il y a d'autres interlocuteurs qui sont très puissants. Le patron de la DGSI, les politiques. Votre décision, elle leur plaît pas forcément. La prise de risque, elle se dit qui va porter le chapeau si ça part en vrille. Oui. Donc c'est un domaine très conflictuel et très complexe entre les acteurs de la lutte antiterroriste. Oui, parce que peut-être que pour attraper les terroristes, il faut laisser le musée du Louvre ouvert. Exactement. Au risque que l'attentat ait lieu et fasse des morts. Là, les questions sont posées dans ce livre. C'est fantastique. J'ai connu ça, c'est-à-dire j'ai connu ce problème de prendre des risques parce que si jamais on montre aux groupes terroristes qu'on connaît leur intention, ils vont passer à autre chose. Ils vont s'éparpiller dans la nature et ils vont recommencer, revenir et faire quelque chose et on ne sera pas au courant. Si vous avez une information privilégiée, il faut l'exploiter. En l'exploitant, vous pouvez prendre des risques. C'est ça la problématique. Hein. Oui. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de façon très lourde où il a fallu prendre des risques, c'est-à-dire ne pas avoir vraiment de parachute et au dernier moment... Ça veut dire que par exemple, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a des menaces d'attentats quelque part et on ne le dit pas. Oui, mais si vous arrêtez trop tôt les gens, vous n'avez pas de preuves, il ne se passe rien. Vous allez avoir un dossier qui est vide. Donc vous êtes obligé de laisser vivre. Mais il y a des menaces aujourd'hui d'attentats. Il y a tout le temps des menaces d'attentats. Il y aura des attentats puisque, il y aura des attentats très certainement. Il y en a déjà eu. Maintenant, la question de savoir le temps qu'on a pour respirer et s'organiser, puisque c'est quand même... c'est une courbe qui est très bizarre, le terrorisme. Il y a des périodes de calme, des périodes de grosse intensité. Les groupes sont démantelés. Il faut du temps pour qu'ils se restructurent et qu'ils réorganisent quelque chose. Mais là, aujourd'hui, avec la victoire militaire sur Daesh, on a un peu d'oxygène. On a l'impression que... tout le monde se cache un peu, reprend sa respiration. Moi, j'appelle l'expression faire canard, quoi, si vous voulez. Hein. Dans une période comme ça, je pense que l'État islamique a tout intérêt les cadres de l'État islamique, les gens importants, à prendre du temps pour se réorganiser, ne rien faire. On peut laisser des djihadistes à droite, à gauche, des électrons libres du djihad faire des petites actions, mais pour ce qui est structuré, il faut reprendre de l'oxygène. Mais ça veut dire que ceux qui reviennent, en France par exemple, c'est une véritable menace ou pas ? D'abord, ceux qui reviennent en France, ça dépend de ce qu'on ne sait pas. Le point d'interrogation, c'est la puissance de leur soutien en France ou en Europe. Sur combien d'amis ils peuvent compter, de planques, etc. C'est ça l'inconnu généralement. Il ne s'agit pas de revenir simplement, il faut revenir de façon opérationnelle, utile. C'est-à-dire, vous revenez, vous allez chez des amis, vous êtes cachés, des gens vous amènent des armes. Vous voyez, c'est tout ça. Une infrastructure. Revenir en soi ne signifie rien. Il faut vraiment, pour être un danger, revenir dans une infrastructure avec des gens qui peuvent vous aider. Mais ça peut arriver demain. Voilà. Alors, on ne sait pas l'ampleur des infrastructures qui existent encore aujourd'hui pour l'État islamique en Europe. C'est-à-dire l'ampleur des Molenbeek, des endroits où vraiment il pourra se poser, organiser quelque chose et avoir des armes, des calages qui viennent, etc. Ça, c'est très difficile à savoir aujourd'hui parce qu'il y a eu tellement un coup de pied dans la fourmilière qu'on a du mal à percevoir ça. Il faut du temps, beaucoup de travail de renseignement pour voir s'il y a quelque chose qui grenouille, qui devient un peu consistant. Oui, c'est incroyable parce que c'est un thriller, cette bande dessinée en 2 volumes, il y aura bientôt le 3e. On y voit par exemple que des terroristes candidats à être kamikazes, parfois, se dégonflent et ce sont leurs chefs qui les abattent à distance pour en faire des martyrs. Oui, je me souviens d'un attentat au Pakistan où c'était ça, c'est-à-dire que la personne qui était dans une voiture piégée descend de voiture au dernier moment et il y avait son chef qui était pas loin et qui avait mis un système télécommande à distance et a fait exploser au moment où l'autre sortait du véhicule. Parce que ils ont une confiance relative dans leurs troupes malgré tout. Ils ont beau être très endoctrinés, la peur de mourir quand on a 20 ans, ça peut exister aussi. Oui. Tout ce qui est dans cette bande dessinée est vrai. Tout est véridique, si vous voulez. Il ne s'agit pas de coller exactement à quelque chose. C'est mon expérience, tout ce que j'ai pu voir, et vous faites un mix, c'est un peu un shaker, et vous avez cette bande dessinée. Donc tout est vrai ou véridique. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont existé, qui sont vraisemblables par rapport à la psychologie des terroristes. Le fait qu'il y ait des terroristes qui renoncent au dernier moment et que leur chef les fasse sauter, ça existe, ça a existé. Voilà. Et puis je le mets sur une histoire romancée. Oui, c'est une course contre la montre en permanence. Un compte à rebours, c'est tout à fait ça. Mais on sait
que derrière, il y a un ennemi que l'on ne voit pas. D'ailleurs, on découvrira dans le visage, dans cette bande dessinée de ce terroriste. Mais c'est une sorte de menace, j'allais dire, souterraine. Au fond, c'est la plus dure. Oui, mais il y a souterraine et puis il y a aussi ce que vous découvrirez dans le tome 3. C'est-à-dire qu'il y a des choses derrière. Il peut y avoir des choses plus puissantes que ça, plus organisées que ça, derrière cette apparence de groupe qui fait ce qu'il veut tout seul. Donc il y a aussi la dimension géopolitique dans le terrorisme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, à force de parler de pays qui soutiennent, etc. Donc ça sera un des thèmes, évidemment. Donc je veux que ça soit progressif, c'est-à-dire qu'il y a tous les thèmes doivent être dans cette trilogie, mais à un moment différent de la bande dessinée. Oui. Donc, il y a un peu de suspense à faire. Alors, il y a du suspense, c'est palpitant. On n'oublie jamais que derrière, il y a eu des drames, il y a des familles, et il y a des morts. Ça, on ne l'oublie pas, mais on peut raconter ça dans une bande dessinée aujourd'hui, on doit le raconter. Vous savez, avant, sur ce sujet-là, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de série TV, il n'y avait pas de BD. Moi, j'ai commencé à écrire des livres sur le sujet en 2010. À l'époque, il n'y en avait pas trop. Maintenant, il y en a plein. Maintenant, on fait des films. Maintenant, on fait des BD, etc. C'est un sujet de société aujourd'hui. Donc on le raconte parce que c'est un sujet de société. C'est de l'actualité vivante qui concerne le monde entier. Et c'est ça qui fait la force de ce sujet-là aujourd'hui. Les choses évoluent. Et la BD, c'est normal. La BD, c'est des BD pour adultes. Et ça fait partie de nos vecteurs culturels aujourd'hui, modernes, en fait. Oui. On arrive à vivre quand on est un juge antiterroriste. On arrive à dormir. On arrive à être ce que l'on est. Ça a été très compliqué pendant pas mal d'années. C'est pour ça. Toujours, j'adore cette matière. Je me dis, je retournerai bien. Et d'un autre côté, je me dis, mais est-ce que j'aurai encore l'énergie de ce que j'ai fait entre 40 et 50 ans? Vous voyez, c'est ça la question. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ça s'est fait au quotidien. J'ai vu l'évolution du monde, l'évolution de la pression. J'ai commencé en 2000 au parquet antiterroriste. Il n'y avait même pas eu le de centenaire. Vous avez été un des premiers à alerter, souvent d'ailleurs, dans le vide, en disant logique, il y aura des attentats et on ne vous entendait pas. Parce que j'étais au cœur du truc et je voyais bien l'évolution. Mais à l'époque, ça n'intéressait pas trop parce qu'il n'y avait pas eu d'attentat. C'est ça la vérité. Quand vous dites il va y avoir, vous êtes là, voilà, c'est il crie au loup. Quand ça arrive, tout le monde s'excite, ou quand il y a 3000 Français qui partent en Syrie, tout d'un coup, boum. Mais c'est vrai que ça a été une évolution qu'on pouvait voir venir, très honnêtement. C'était pas du tout que j'avais une boule de cristal. C'est qu'étant au cœur du truc, ça me paraissait évident ce qui allait se passer. Maintenant, ceux qui sont un peu plus éloignés de ça, de la matière, c'est logique qu'ils ne le voient pas de la même façon. Merci beaucoup, Marc Trévidic. Ça s'appelle Compte à rebours. C'est absolument exceptionnel, c'est palpitant. Vous l'avez écrit avec Mats, qui a fait le découpage pour raconter cette histoire de l'intérieur. Et c'est une bande dessinée tout à fait formidable. Merci, Marc Trévidic, d'avoir été avec nous. C'est très gentil.